Les Marranes, ce sont ces juifs de la péninsule ibérique, faussement convertis au catholicisme. Les films de James Bond, on va dire pourquoi je parle de James Bond. 007. Vous n'avez jamais posé la question, mais pourquoi 007? Pourquoi pas 008? Pourquoi 0010 ou 00250? Dans les synagogues, les samedis jours de fête, vous avez une prière pour la République française. La mère de Nicolas Sarkozy est d'origine salonique. Bon, Poutine veut une gouvernance mondiale, il veut des unions régionales, et il veut, et d'ailleurs c'est très intéressant dans son discours de Valdaï, il dit il vaut mieux des règles communes, même contraignantes, que pas de règles du tout. En fait, on vit la guerre de 14, ou enfin les prémices de la guerre de 14, mais simplement avec la technique en plus et Internet en plus. Et l'échelle peut-être plus grande. Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne. Après ce long silence, on est heureux de vous retrouver. Hein. Toute l'équipe est là, au rendez-vous. Hein. Après, voilà, les métanautes aussi, vous êtes là, vous avez attendu ce moment depuis longtemps. Et nous aussi, on est super contents de vous retrouver. Et en plus, ce soir, on a avec nous Pierre Hillard. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Donc on est ça, vous voyez, un retour en grande pompe, hein, évidemment. Bonjour à la régie, hein, il y a Steph, il y a Bika, il y a Alain, il y a tous les métanautes connectés, là je vois, il y a les modératrolls, tout le monde est réuni, la révolte aussi, Papatroll, ça, JRIS, ça c'est qui sont au garde à vous. Et après, voilà, Lyon de Parme, Mistagab, le Buraliste, Ganondorf, Gauss, Jérémia, Paul Smith, Mounsou, voilà, je crois bien qu'il y a ces filles qui traînent dans le coin, il y a Vida, il y a Pierrot, il y a Opossum, voilà, il y a tout le monde. Voilà, donc vous êtes tous heureux, je sais, vous aussi, de retrouver la libre antenne. Nous aussi, on est contents. Et en plus, ce soir, c'est un sujet particulier. Alors là, je montre tout de suite l'histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine. Alors, vous, Pierre Hillard, vous êtes l'exégète, hein, je veux dire, quand même, en la matière, et particulièrement sur toute cette problématique de la mondialisation. Enfin, je dis mondialisation, mais c'est pas vrai. Il faut dire mondialisme. Oui. Parce que vous dites bien toujours, il y a une différence entre la mondialisation et le mondialisme, qui est une idéologie, alors que l'autre est simplement des échanges, des échanges, voilà, qui ont toujours existé. Voilà. L'Empire romain, Mare Nostrum, c'était des échanges en bateau, à pied, à cheval. Et aujourd'hui, c'est Internet. Ça va plus vite. Ça va plus vite, voilà. Mais le mondialisme, ça, c'est différent. Le mondialisme, c'est une idéologie, et certaines personnes disent même que c'est un messianisme. Mais ça, on en parlera. Eh ben justement, on va pouvoir... Certains disent ça. Hein. Certains disent ça. Ouais. On va pouvoir justement rentrer dans le sujet. Alors, justement, vous avez préfacé cet ouvrage, donc de Carroll Quigley. Oui. Donc, qui est un auteur, mais qui est né en 1910, mort en 1977, mais dont le livre est sorti après la mort. Oui. C'est un livre post-mortem. Oui, c'est curieux. Disons que si on veut définir Carroll Quigley, d'abord c'est un professeur d'université américain. Il était professeur à Georgetown, je crois, et un grand spécialiste du monde anglo-saxon. Et en particulier, il a écrit un bouquin, Anglo-American Establishment, qui est donc la traduction en français, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine, qui est une étude sur les élites anglo-américaines de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 50, en faveur de la gouvernance mondiale. Et, chose très intéressante, il a voulu que ses recherches ne paraissent qu'après sa mort. Donc il est mort en 1977 et ce bouquin est sorti la première fois en 1981 aux États-Unis, donc sous le titre à l'origine Anglo-American Establishment, et enfin en français aux éditions Retour aux sources, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine. Et c'est un livre qui appartient au sommet, vous savez, en matière de géopolitique, histoire, relations internationales, il y a toutes les gammes. Et cet ouvrage, je ne vais pas dire c'est la médaille d'or, mais en tout cas, il mérite une médaille d'or, ce livre et son auteur, parce qu'il permet de comprendre la situation actuelle. En fait, tout ce qui s'abat depuis des années sur nous, l'Union européenne, mais en fait tous les blocs continentaux, cet idéal de mondialisme, cet idéal de gouvernance mondiale, c'est pas né il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça a plusieurs générations. Et le travail de Carroll Quigley est absolument extraordinaire parce qu'il évoque, à partir de pièces d'archives inédites, les origines profondes, les racines des mots, M-A-U-X, qui s'abattent sur nous. Donc on a vraiment une généalogie, les ancêtres du mondialisme,
Et par exemple, un exemple tout bête, le fameux marché transatlantique qui a surgi brutalement en février 2013, enfin officiellement brutalement, lors d'une déclaration d'Obama à la Chambre, enfin au Congrès des États-Unis, eh bien, Carol Quickler raconte que la chose avait été déjà préparée en 1939 avec Clarence Streit, avec son livre Union Now, l'Union maintenant, pour une union fédérale des démocraties de l'Atlantique Nord, c'était le sous-titre de son livre. Mais ce Clarence Streit était très lié aux élites anglaises et aux élites américaines, politiques, économiques, militaires. Ne serait-ce que par exemple dans le cas des Américains, Clarence Streit était lié à Roosevelt, il était lié à William Donovan, qui allait devenir durant la Seconde Guerre mondiale le patron de l'OSS, qui plus tard est devenu CIA. Donc vous voyez des gens modestes. Oui, tout à fait. Donc déjà, on voit, il y a toujours... Alors c'est ça qui est assez fascinant, c'est de voir toujours les liens qui existent et qu'il y a une espèce de logique. Ces gens-là ont une espèce de... Ça suit bien un agenda précis, quoi. J'avoue que j'ai toujours aimé chez ces peuples anglo-saxons germaniques le côté méthodique. Oui. Lorsqu'on a saisi leur méthode, il n'y a plus qu'à dérouler. C'est beaucoup plus dur quand il s'agit de pays latins ou de pays slaves. Ils ont leur qualité, mais les Allemands ou les Anglo-Saxons, enfin ce sont des cousins, c'est ça qui d'ailleurs est difficilement compréhensible pour nous Français, pour la plupart des Français, c'est le côté prévoyance, non pas 6 mois, non pas 1 an, mais des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Un exemple, lorsque Carroll Quickly parle de l'Empire britannique. Cet empire britannique, donc, c'était une partie de l'Afrique, c'était le Canada, c'était l'Inde, la reine Victoria qui a été impératrice des Indes. Empire britannique qui couvrait plus de 30 millions de kilomètres carrés. Et cet empire britannique, à un moment donné, plus exactement en 1948, s'est appelé Commonwealth of Nations, enfin des nations. Eh bien, cette mutation a été décidée par ces élites anglaises. Alors, Carroll Quickly cite des dizaines et des dizaines de noms. Bon, il y avait Cecil Rhodes, mais il y avait aussi Alfred Milner, il y avait Robert Brand, etc. Et il y avait aussi Lionel Curtis. Eh bien, l'idée de Commonwealth était déjà évoquée au temps de l'Empire britannique en 1887. Donc, le Commonwealth est véritablement né en 1948 et il est sorti dans un livre, le mot Commonwealth of Nations, des nations, en 1916. Donc, vous voyez, ce travail est allé sur des dizaines d'années où on prépare la mutation. Alors, c'est là où Carroll Quickly est très intéressant. Il dit que ce monde anglo-saxon se disputait en gros entre deux formes de gouvernance mondiale, soit un empire britannique lié au monde américain, figure de proue de cette gouvernance mondiale, soit ce monde anglo-saxon qui littéralement disparaissait façon phénix, qui disparaissait pour renaître façon phénix, descendre. Et un des meneurs, ce qui s'appelait toujours, c'est le même, Lionel Curtis, avait écrit en 1938 un ouvrage intitulé, et ça montre le côté d'ailleurs très mystique de la chose, le Commonwealth de Dieu. Oui, c'est Commonwealth of God, c'est ce que raconte Carroll Quickly. Et donc, dans son esprit à lui, il fallait une sorte de renaissance, ce monde anglo-saxon qui littéralement allait se dissoudre dans une sorte de gouvernance mondiale pour renaître avec un idéal, une étape supérieure. Et donc c'est ça que raconte Carroll Quickly. Et d'ailleurs c'est très intéressant parce que Carroll Quickly, s'il a eu ces pièces d'archives inédites de première main, son livre n'a jamais été attaqué, c'est parce qu'il était ami avec ces gens-là. Il était acquis à leurs idées. D'ailleurs, il le dit dans sa préface qu'il partageait leur idéal. Mais, en revanche, là où il n'était pas d'accord avec eux, c'était pour l'aspect, secret. Parce que le livre, d'ailleurs, c'est Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine, parce que ces choses-là ne se faisaient pas sur la place publique. Elles se faisaient en catimini, au sein d'une élite qui était en fait la haute bourgeoisie ou la haute aristocratie, donc liée par des liens familiaux, des liens professionnels, des liens d'amitié pour certains. Et Carroll Quickly, partageant ses idées, a bénéficié de relais, mais il dit autant je suis pour leur idéal, moi j'aurais voulu que cela se fasse en plein jour. Et là on peut lui reprocher quand même une forme de naïveté, parce que pour établir une gouvernance mondiale, ça ne se fait pas sur la place publique. Lui, il aurait voulu que ça se fasse de manière plus démocratique. Bon, c'est le côté naïf, le seul élément naïf que j'ai relevé dans le personnage. Mais en fait, partageant leur idéal, il a eu, donc, on lui a ouvert les portes. Et donc, il a pu obtenir des informations, mais entre autres,
mais j'ai eu déjà l'occasion de le dire, c'est lui qui a, au sujet de la fameuse déclaration Balfour, qui reconnaît donc un foyer juif en Palestine, en fait, c'est pas Balfour, Arthur James, c'est pas lui, c'est Alfred Milner. Qui était le bras droit de Cecil Rhodes, qui est mort en 1925. Et d'ailleurs, il le dit dans son bouquin que la déclaration Balfour devrait s'appeler déclaration Milner. Et comment il a pu obtenir la preuve? Eh bien, il dit tout simplement que Alfred Milner avait un secrétaire particulier qui, je crois, s'appelait Hans Bygore, et qu'il a pu bénéficier de ces archives qui ont été présentées au Parlement britannique en 1937. Donc, il a pu puiser première source. D'accord. Là. Donc ça veut dire que déjà, voilà, on voit les liens donc, de cette oligarchie, parce que la famille royale d'Angleterre est centrale. L'Angleterre, c'est assez central on va dire dans ce principe-là de oligarque. Si peu. Si peu. Si peu. Mais, en fait, si vraiment on veut comprendre, alors, voilà, en gros, vous parlez de la famille royale anglaise, la famille Windsor, qui a auparavant s'appelait Saxe-Cobourg. Pour vraiment comprendre l'organisation, il faut partir du général et, si je puis dire, remonter jusqu'au sommet de la pyramide, qui est un mot qui convient tout à fait pour ces gens-là. Et c'est pourquoi je me propose, pour donc nos auditeurs, qu'ils comprennent la progression des origines. Parce que, voyez-vous, ce livre, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine, Carroll Quigley, quand on l'a lu, d'abord, on est absolument fasciné par le monde, les coulisses de ce monde, parce que là, on a vraiment le monde réel. Mais quand on le referme, il y a deux questions que je me suis posées, et d'ailleurs c'est là-dessus que j'ai fait mon avant-propos qui fait à peu près 27-28 pages. La première question, c'est pourquoi l'idéal de gouvernance mondiale a-t-il été échu, dévolu au monde anglo-saxon? Pourquoi pas la France? Et pourquoi pas le monde latin, j'ai envie de dire. Pourquoi pas l'Espagne? Le monde germanique? Après tout, le monde allemand aurait pu être la figure de proue. Donc pourquoi le monde anglo-saxon? Est-ce l'effet du hasard ou y a-t-il des raisons qui ont facilité cette évolution? Et puis la deuxième chose, c'est que par exemple, Carroll Quigley évoque une des figures de proue du mondialisme anglo-saxon, qui est Cecil Rhodes, et qui était une fortune colossale, patron de la compagnie diamantaire de Beers. Et Cecil Rhodes travaillait main dans la main avec Nathan Mayer Rothschild. Et à un tel point d'ailleurs que lorsque Rhodes a rédigé son testament, la gestion de son testament était confiée à Rothschild. Alors il faut être franc aussi, il a confié ça aussi à d'autres personnes. Mais Nathan Mayer Rothschild, qui est mort en 1915, il y a un siècle de ça, a joué un très grand rôle. Et donc la deuxième question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le monde anglo-saxon est à ce point lié au monde juif? Est-ce que c'est pour des raisons culinaires? Est-ce que c'est pour des raisons d'amitié particulière? Enfin, pourquoi? Sous l'effet du hasard, parce qu'il n'y avait personne d'autre avec qui s'entendre? Donc, ce sont les deux questions. Et évidemment, pour s'intéresser à ces faits, il faut remonter aux sources. Mais aux sources, quelquefois, aux origines profondes. Et les origines profondes, c'est quelquefois plusieurs siècles. Et c'est pourquoi, pour cette présentation de ce bouquin de Carroll Quigley, qui vraiment, j'insiste pour ceux qui nous écoutent, ce livre-là est au top, et un des livres indispensables à avoir. Vous avez à avoir l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, vous allez avoir quelques écrits des papes, quelques livres de rabbins. Je lis par exemple le bouquin de Elie Ben Amozeg qui permet de comprendre, ça j'en parlerai, le modèle imposé par la synagogue pour régenter le monde face aux gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Il y a des bouquins clés. Et dans le domaine des relations internationales et du monde anglo-saxon, c'est le bouquin de Quigley, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine. Il y a des ouvrages clés. Et puis le bouquin d'Anthony Sutton, évidemment, Conséquences politiques de Jacques Bainville, ça va de soi, il y a des ouvrages incontournables. Et donc, pour comprendre cela, il faut, et c'est le premier point, si vous voulez, de cette présentation, que j'ai un peu subdivisé en 6 points. Le premier point, c'est que j'ai intitulé « Angleterre et France, tradition étatique ancienne ». Alors, la France, il y a 2 dates à retenir. 496, le baptême de Clovis, qui est vraiment la naissance de l'âme française. L'âme française, c'est-à-dire une alliance entre l'autorité politique du rude roi franc Clovis, avec l'Église, avec le soutien de la femme de Clovis, Sainte Clotilde. Et donc on a la naissance de la France
catholique, monarchique, et il faut toujours rappeler que c'est Clovis qui a décidé que Paris serait capitale de la France. Donc on a déjà l'embryon d'une France qui se met en place. Et vous avez les Mérovingiens et les Carolingiens, mais l'autorité politique française se fixe véritablement avec Hugues Capet 987, et de Hugues Capet, vous allez avoir donc tous les rois de France qui ont fait la France jusqu'à Louis XVI, 21 janvier 1793. Bon. L'Angleterre a aussi une tradition étatique solide. Alors vous avez eu des invasions vikings, vous avez eu des batailles entre différentes tribus, mais la date qu'il faut retenir dans le monde anglais, c'est la bataille de 1066 avec Guillaume le Conquérant, Hastings, qui venant de sa Normandie, descendant de vikings, arrive en Angleterre et impose ses vues. Et il faut vraiment comprendre, c'est ça qui m'a toujours frappé en histoire, c'est qu'il y a des phénomènes actuels qui ne peuvent être compris qu'en remontant des siècles en arrière. Et dans le cas anglais, Guillaume le Conquérant est absolument capital, son action est capitale parce qu'il établit un lien entre le monde anglais qu'il soumet, suite à la bataille d'Hastings de 1066, et puis les possessions normandes. Donc la Manche est, entre guillemets, un lac, entre guillemets, anglais, entre guillemets. Et c'est très intéressant parce que les générations qui suivent font que ces autorités anglaises, ayant des possessions en Normandie, en raison donc de leurs origines avec Guillaume le Conquérant, eh bien ces Anglais, l'autorité royale anglaise, va peu à peu établir le contrôle de territoire dans tout l'ouest de la France, de la Normandie, territoire à l'origine donc de Guillaume le Conquérant, jusqu'à l'Aquitaine. En fait, vous avez une diagonale de la Normandie jusqu'à l'Aquitaine, et c'est l'Empire plantagenet. Alors cet empire, en plus, avait pris, c'était musclé, si je puis dire, grâce au mariage d'un roi d'Angleterre avec Aliénor d'Aquitaine, qui a fait basculer beaucoup de territoires donc dans la couronne britannique. Et en fait, quand on voit cet empire plantagenet, ce qu'il faut dire, ce sont les premières colonies anglaises. Ce sont les premières colonies anglaises gérées par Londres, donc avec des revenus pour toute la noblesse anglaise. Et c'est très important pour la suite. Pourquoi ? Parce que nous arrivons au début du XIIIe siècle. Et là, vous avez donc le monde anglais qui contrôle tout l'ouest de la France, la Normandie jusqu'à l'Aquitaine, et vous avez le monde germanique avec Othon IV du Saint-Empire romain germanique. Et vous avez une alliance entre le monde anglais, Jean sans Terre, et Othon IV, pour avoir la peau du roi de France, Philippe Auguste. Parce que finalement, le royaume de France était une grande île de France, jusqu'à Orléans, enfin en gros, c'est ça. Et ce territoire français est pris en tenaille entre l'ouest plantagenet, dirigé par les Anglais, contrôlé par les Anglais, et l'est, contrôlé par le monde germanique. Et les Anglo-Allemands, vieille tradition, veulent avoir la peau du roi de France et se partager les dépouilles du royaume de France. Et finalement, les choses se répètent, puisque actuellement nous sommes dans la même situation, mais à une échelle planétaire où la France est en train d'être concassée façon noix dans le maelstrom mondialiste. Mais ils n'auront pas le dernier mot. Mais enfin bon. On revient au XIIIe siècle et vous avez la fameuse bataille de Bouvines du 27 juillet 1214, c'est absolument capital. Si les Anglo-Allemands gagnent, le royaume de France est dépecé, on n'en parle plus et on ne parlerait pas français. Et c'est Philippe Auguste qui gagne. Les conséquences sont colossales. Colossales parce que d'abord, du côté français, c'est véritablement, on peut dire, la naissance d'un patriotisme français. Parce que Philippe Auguste a le soutien des paysans français qui, pour la plupart, ne parlaient pas français, parlaient un dialecte ou le patois, mais qui, en gros, ont répondu d'abord à l'appel du roi et ensuite se sentaient français, avec évidemment le concept du Moyen-Âge, du XIIIe siècle, qu'il ne faut peut-être pas voir, sûrement pas voir avec notre mentalité actuelle. Mais ils se sentaient français. Et en gros, les Anglais et les Allemands, c'est pas de gens de chez nous, ça doit dégager. Bon, donc il y a une alliance entre le peuple et le roi de France qui resserre et accélère donc l'unité nationale. Côté germanique, Othon IV va être destitué, donc une pagaille au sein du Saint-Empire romain germanique. Mais côté anglais, et vous allez voir les conséquences colossales, côté anglais, eh bien, la défaite de Bouvines entraîne la perte de tous les territoires plantagenets, l'ouest de la France. Tous les territoires sauf l'Aquitaine,
qui va rester encore territoire anglais jusqu'au XVe siècle, et puis les îles anglo-normandes, qui elles sont toujours restées... c'est l'héritage de ça encore. Oui, c'est le reliquat. Il Il faudra un jour les récupérer quand même. C'est à nous. Enfin bon, bref. Bon, ça viendra. Et donc, Philippe Auguste récupère donc tous ces territoires plantagenets, toutes ces colonies anglaises, sauf donc l'Aquitaine, qui redeviendra française un peu plus tard, puis les îles anglo-normandes, ça on attend toujours. Bon. C'est une catastrophe pour les élites aristocratiques et marchandes anglaises, parce que il n'y a plus de revenus. Il n'y a plus ces revenus. Les colonies anglaises de l'Europe, de la France de l'Ouest, ça y est, ce sont des sources qui se sont taries. Et donc, lorsque Jean Santerre revient, l'élite anglaise, les barons anglais et marchands anglais, eh bien, sont foudrage. Ils sont foudrage et ils vont se révolter un an plus tard, en 1215, juin 1215, et ils vont imposer à Jean Santerre ce qu'on appelait la Magna Carta, la Grande Charte, qui est un document capital dans l'histoire anglaise, puisque vous avez une élite financière et sociale qui impose ses vues à l'autorité étatique. Et c'est ce que je raconte dans l'avant-propos du bouquin de Quickley, les descriptions que fait cet universitaire de ces élites anglo-saxonnes, eh bien, ces caractéristiques doivent leurs origines à cette révolte de 1215. C'est-à-dire que finalement, les élites anglaises qu'on connaît aujourd'hui, elles doivent leur existence à l'émergence de ces élites anglaises de 1215, qui existaient avant, mais qui ont vraiment imposé leur vue en 1215 face au roi Jean Santerre, et qui imposent au malheureux roi des exigences très modernes. Alors, d'abord, lever des impôts, c'est ordinaire de la guerre, par le roi d'Angleterre, désormais, il faut l'assentiment de ces barons anglais. Tu veux augmenter les impôts? D'accord, si on veut. Donc, vous voyez déjà, l'autorité royale anglaise est bridée, chose que les rois de France n'ont pas connue. Ou plus exactement, il n'y avait pas, le roi de France devait discuter, mais il n'y avait pas un groupe de pression capable d'imposer, comme c'était le cas dans le cas anglais. Donc, lever des impôts avec l'accord des barons anglais, chose très intéressante. Londres, constituée de différentes communes, et parmi ces communes, il y en avait une qui a été appelée à jouer un très grand rôle, qui s'appelait la City. La City, une des communes de Londres, avait un maire. Avant 1215, ce maire ne pouvait être élu qu'avec l'accord du roi. Donc le roi avait un droit de regard et le dernier mot. Après 1215, le maire de la City est élu uniquement par les habitants de la commune de la City. C'est-à-dire que le roi d'Angleterre n'a plus de droit de regard. Vu que la City est composée de marchands, eh bien ces marchands vont élire en priorité quelqu'un qui défend leurs intérêts. Et donc le maire de la City, qui joue toujours un très grand rôle aujourd'hui d'Angleterre du XXIe siècle, je rappelle que le véritable maire de Londres, c'est pas le maire, vous savez, l'homme blond, je n'ai plus son nom en tête, mais c'est le maire de la City. La reine d'Angleterre doit demander l'autorisation pour aller dans la City. On ne le sait pas, mais ça remonte à cela. Et le maire de la City, donc finalement, est un agent du système financier et commercial qui est élu par ses pairs. Donc on a vraiment l'instauration d'une élite économique, sociale, qui s'enracine et qui s'organise comme un État dans l'État. Donc vraiment, cette bataille de Bouvines a des conséquences immenses. Et chose très intéressante, c'est que ces barons anglais, dans cette Magna Carta, Grande Charte, imposent la liberté de commerce. Une sorte de liberté de commerce sans frontières, c'est libre-échange avant l'heure. Et je vous rappelle, nous sommes au XIIIe siècle, début du XIIIe siècle, qui est quand même le siècle du catholicisme et de l'apogée du catholicisme en Europe, et avec Saint-Louis qui en est l'exemple le plus grand, c'est que ces barons anglais demandent la liberté de commerce, ils demandent que tous les commerçants, qu'ils soient anglais ou étrangers, puissent commercer sans problème, et, cerise sur le gâteau, et c'est ce que raconte Jacques Attali dans son livre « Les Juifs, le monde et l'argent », les Juifs compris. Alors que le XIIIe siècle est le siècle par excellence catholique, et que le monde juif n'est pas, est quand même largement soumis à l'autorité spirituelle et temporelle des pays, déjà, cette élite anglaise accepte que des commerçants juifs puissent commercer sans problème. C'est une révolution au XIIIe siècle. Bon. Mais, et là il faut vraiment que nos auditeurs enregistrent cette date,
cette liberté accordée aux marchands juifs, phénomène unique dans cette Europe du début du XIIIe siècle, eh bien, cette chose va être temporaire, enfin, elle dure quelques dizaines d'années, puisque le roi d'Angleterre, Édouard Ier, en 1290, agacé du comportement de ces juifs qui jouent un rôle important, eh bien, Édouard Ier les flanque tous à la porte. 1290, l'Angleterre est vide de juifs. Il n'y en a plus. Et vraiment, c'est une date à retenir parce que vous allez comprendre les répercussions, entre autres au XVIe siècle, avec un certain Oliver Cromwell. Et donc là, j'ai terminé pour le premier point. C'est-à-dire que les Juifs, en plus, s'exilent, quoi, on va dire. Voilà, ils se réfugient partout. Ils se réfugient un peu partout. En gros, dans tous les pays européens. D'accord. Voilà. Alors, le deuxième point que je vais aborder, et vous allez voir, c'est finalement un immense puzzle. Il faut d'abord définir une pièce, puis une autre pièce, puis à un moment donné, ça s'emboîte et on a le paysage. Bon. Le deuxième point que je vais aborder, et que je traite donc dans l'avant-propos, qui est un point largement méconnu, c'est ce qu'on appelle les maranes. Les maranes, ce sont ces juifs de la péninsule ibérique, faussement convertis au catholicisme. Et alors, il y a eu tous les cas de figure, enfin, il y a eu deux points essentiels. Vous avez de ces juifs faussement convertis, mais qui l'ont fait de leur plein gré, pour des raisons, j'allais dire, de cynisme, pour s'intégrer dans le système et jouir du système, mais de conserver en leur fort intérieur leur idéal juif. Bon. Et puis à ceux, et il faut le dire aussi, qui ont été contraints par la force par les autorités de l'Église d'Espagne, Portugal, et ce fut une grosse erreur, chose d'ailleurs qui était interdite et proscrite par Rome, qui ne voulait pas de conversion forcée, parce que les dirigeants, enfin les papes de l'époque disaient avec raison que d'abord on ne convertit pas de force, et que deuxièmement, le fait qu'il y ait des conversions forcées fait que, vu que ces gens-là resteront juifs dans leur cœur et dans leur esprit, on ne pourra plus faire la distinction entre les vrais et puis ceux qui jouent double jeu. Donc, ça va se retourner contre nous. Et par conséquent, donc, les autorités romaines, l'Église romaine, condamnaient ce genre de méthode. Et malheureusement, des membres du clergé ont commis cette faute de favoriser des conversions forcées. Alors, ces maranes ont joué un rôle immense dans l'histoire européenne, ou bien le pourtour méditerranéen, entre autres avec l'Empire ottoman. Et pour cela, je me suis appuyé sur un ouvrage d'un universitaire anglais qui il est mort en 1970, qui s'appelait Cecil Rhodes, R-O-T-H, qui était professeur pendant 25 ans à l'université d'Oxford, et il écrit un livre passionnant, L'histoire des maranes. Et je crois que la dernière édition date de 1957-58, donc en plus... il a mûri, il a essayé de bonifier et son livre est absolument remarquable. Donc, je me suis appuyé là-dessus. Les maranes, beaucoup de juifs et certains maranes ont été expulsés d'Espagne en 1492. C'est le décret l'Alhambra, Isabelle la catholique. Bon. Et ils se sont réfugiés dans beaucoup de pays européens, mais aussi au sein de l'Empire ottoman. Oui, parce qu'ils ont été accueillis par Soliman le Magnifique, exact, qui les a accueillis, voilà. Paraît-il même qu'on parle encore le ladino, une dérivée d'une langue hispanique à Istanbul. Hein. Exact. Alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir l'impact de ces gens dans l'histoire de leur pays d'accueil ou l'histoire du monde. Alors, je ne vais pas citer tous les exemples que donne Cecil Rhodes, mais je vais citer un premier cas. Et je préviens d'avance les auditeurs, je n'invente rien, je ne fais que citer le nom d'un marane qui a quitté l'Espagne, qui s'est réfugié l'Empire ottoman au service de Soliman le Magnifique et de son fils Selim II, je crois que c'est ça, le 2, qui est né en 1524, qui est mort en 1579, qui était la tête d'un empire colossal, d'un empire commercial énorme, une puissance financière colossale, et il a été le bras droit. Et certains même ont dit le vrai patron de l'Empire ottoman, c'était pas Soliman le Magnifique. Bon, en tout cas, il a joué un très grand rôle. Ce marane redevenu juif et donc au service de Soliman le Magnifique s'appelait, je n'invente pas, il s'appelait Joseph Nazi. Ils vont croire que c'est une blague. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Hein, c'est pas une blague, c'est
C'est comme ça. Et il a été même fait duc, il a été fait duc de Knaxos. Moi, je n'ai fait que reprendre le livre de Cécile Rhodes. Et d'ailleurs, je tiens à le dire pour les auditeurs, c'est que tout ce que je raconte, et c'est ma règle d'or, c'est de toujours me référencer, de m'appuyer sur des documents officiels. Évidemment, l'erreur est humaine, la distraction peut arriver à tout le monde, mais par amour de la vérité, du monde réel, et j'aime le réel, l'idéologie, pour moi, c'est pas mon truc. Eh bien, bon, c'est Joseph Nazi, que vous voulez. Ça s'invente pas. Il y a tous les noms possibles et inimaginables. Donc, duc de Knaxos. Il était donc à la tête d'un empire commercial et il va jouer un rôle absolument colossal. Pourquoi ? Il quitte l'Espagne catholique. Il va travailler donc au service du monde turc. Le monde turc, donc, c'est l'Empire ottoman qui couvre une bonne partie de la péninsule arabique. Et ce Joseph Nazi va jouer un rôle immense dans l'indépendance des Pays-Bas. Les Pays-Bas, à l'origine, c'était une province espagnole. L'Empire espagnol, c'était l'Amérique du Sud, mais aussi... fameuse province unie. Voilà. Et ces provinces unies, je veux dire les Pays-Bas pour l'exemple, mais provinces unies, mais Pays-Bas, donc, acquièrent leur début d'indépendance en janvier 1579, c'est le fameux traité d'Utrecht. Et cette indépendance des Pays-Bas doit énormément à ce Joseph Nazi qui a financé les rébellions hollandaises face à l'occupant espagnol. Donc c'est quand même absolument incroyable de voir l'action de cet homme qui a réussi à casser une partie de l'Empire espagnol et, non des moindres, un territoire appelé à jouer un très grand rôle. Pourquoi ? Parce que du fait des liens créés avec les personnes qui avaient joué un rôle en faveur de l'indépendance des Pays-Bas, provinces unies, eh bien, vous avez énormément de Maranes et de Juifs qui se sont installés ensuite aux Pays-Bas. Et les Pays-Bas vont devenir, au XVIe, et surtout XVIIe siècle, la grande puissance financière, la City et Wall Street réunies, à un tel point d'ailleurs que les Pays-Bas de l'époque, au XVIIe siècle, étaient appelés la Jérusalem hollandaise. Donc pour vous dire qu'il y avait ce qu'on appelait un grand fief du maranisme, les Maranes ayant fui la péninsule ibérique, ont trouvé refuge dans un pays, certes protestant, là aussi je vais devoir parler du protestantisme, qui est un christianisme judaïsé, mais ça on va l'expliquer pour éviter de choquer. Mais ils l'ont fait d'autant plus que les Pays-Bas, ayant bénéficié de leur indépendance grâce au soutien de Juifs, il y avait un territoire d'accueil, de communion de pensée et des relais. Une forme de tolérance qui n'existait pas d'ailleurs dans le reste de l'Europe, c'est ça ? Oui, vous savez, le mot tolérance, il faut l'utiliser avec prudence parce que ces pays-là vous parlent toujours de tolérance, mais pas pour les catholiques, parce que être catholique dans les pays protestants, c'était... il n'y en avait pas. D'accord. Vous savez, être catholique en Angleterre au XIXe siècle, c'était... je crois encore aujourd'hui, pour devenir roi ou reine d'Angleterre, il faut être protestant, on ne peut pas être catholique. On peut pas être catholique. Voilà. Bon, quoique maintenant, depuis Vatican II, on peut l'être, c'est plus un problème, vu que c'est du protestantisme déguisé. Bon, bref. Donc, pour dire l'action de cet homme, Joseph Nazi, qui a permis et qui a lancé finalement la grande puissance marane et qui a permis la création de la Jérusalem hollandaise, cette City Wall Street avant l'heure. Et je rappelle qu'au XIXe siècle, les Pays-Bas sont une superpuissance, entre autres, la ville américaine qui s'appelait, New York, à l'époque, s'appelait Nouvelle-Amsterdam. Donc on voit l'aura de ce pays qui était littéralement nourri par la finance marane. Donc, l'importance de Joseph Nazi. Et deuxième élément, très important, c'est que Joseph Nazi était, duc de Knaxos, était favorable à une immigration juive en Palestine. Et avec l'accord du pouvoir ottoman, il va favoriser un peuplement juif du côté de Tibériade et de Safed. Et d'ailleurs, il aura même un surnom, Joseph Nazi, on va l'appeler le seigneur de Tibériade. Et donc, il va favoriser un peuplement juif dans cette zone-là. Et c'est pourquoi il est possible de dire que le véritable ancêtre du sionisme, ce n'est pas Théodore Herzl, mais c'est Nazi. Voilà. Joseph Nazi. Joseph Nazi.
Précisons, parce que... C'est Joseph Nazi, mais je ne fais que reprendre. Hein. C'est véritablement ça, du sionnisme, c'est Joseph Nazi. Ben oui, c'est pas de... Theodor Herzl n'a fait que reprendre. D'accord. Voilà. Non, mais l'émission va pas être arrêtée. Non, pas du tout, bien au contraire. Alors, j'ai cité Joseph Nazi, donc qui a joué un rôle immense, que ce soit au sein de l'Empire ottoman, à l'égard des Pays-Bas, enfin Provinces-Unies, puis à l'égard de la Palestine. Je rappelle cette chose très intéressante, ce peuplement juif côté Tibériade aussi de Safed. Et Safed, on en parlera tout à l'heure, était un très grand lieu de la Kabbale, avec Isaac Luria, Moshe Cordovero, etc. La Kabbale, ça j'en parlerai, qui veut dire transmission, enfin bon, on en parlera tout à l'heure. Le problème, c'est que tout ça, c'est imbriqué, donc il faut passer pièce après pièce. Et un deuxième Maran que je vais citer, alors là, il a un nom beaucoup plus, passe-partout, qui s'appelait Hector Núñez. Et lui, j'ai dit que les populations juives avaient été expulsées d'Angleterre en 1290. Donc, il n'y avait plus de peuplement juif. Mais il y avait ce qu'on peut appeler des représentations commerciales, non pas véritablement un peuplement juif, mais des représentations commerciales à Londres. Et à ce sujet, Cecil Rhodes estime qu'il y avait au XVIe siècle environ une centaine de maranes à la City de Londres, qui étaient en fait des représentations commerciales, comme aujourd'hui, vous avez des représentants de Boeing en France. Ce n'est pas un peuplement américain, mais c'est simplement quelques personnes qui représentent, et d'ailleurs ces maranes qui vivaient à Londres étaient pour la plupart des représentants de la puissance marane juive de la Jérusalem hollandaise et des Pays-Bas. Bon. Et ce Hector Núñez donc appartenait à ces quelques maranes qui vivaient à la City de Londres, et il bénéficiait, pour ses affaires, pour la péninsule ibérique, les Antilles, etc., il bénéficiait d'agents commerciaux. Mais ces agents commerciaux, et ça n'a pas changé, c'est toujours vrai aujourd'hui en 2015, étaient aussi des espions. Et ce Hector Núñez était très ami avec deux ministres d'Élisabeth Ier. Élisabeth Ier, qui est morte en 1602, était la fille d'Henri VIII. Henri VIII, qui est mort en 1547, qui lui a vraiment posé l'anglicanisme, qui a fait que l'Angleterre a plongé dans le protestantisme. Et vous allez voir les liens en plus avec les maranes. Et donc, ce Hector Núñez, très ami avec deux ministres de la reine Élisabeth Ier, qui s'appelaient deux ministres Burleigh et Walsingham, ce Núñez, bénéficiant de ces relais, avait un de ses agents présent à Lisbonne en 1487-1488. 488, c'est l'année de la politique espagnole avec l'invincible Armada. La flotte espagnole était présente à Lisbonne, dans le port de Lisbonne, et se préparait, s'organisait pour ensuite se diriger plein nord pour attaquer par surprise le jeune royaume protestant d'Élisabeth Ier, c'est Philippe II d'Espagne, qui voulait détruire l'hérésie protestante. Et l'Espagne, superpuissance de l'époque, avait de grandes chances de gagner. Ce représentant commercial à Lisbonne, travaillant pour Hector Núñez, avec les moyens de l'époque, la monétisation de l'époque, c'est-à-dire les relais de chevaux, fait remonter l'information à travers toute l'Espagne, toute la France, bateau pour traverser la Manche, à nouveau à cheval pour arriver jusqu'à Londres, prévenir Hector Núñez, qui prévient les deux ministres anglais, Burleigh et Walsingham, pour leur dire « la flotte espagnole se prépare pour vous attaquer par surprise », ce qui a permis aux Anglais, qui ne s'y attendaient pas, de s'organiser à temps pour accueillir, si je puis dire, l'invincible Armada. Alors il faut être franc aussi, en 1588, il y a eu aussi une tempête qui a joué un rôle en défaveur de la flotte espagnole. Mais les Anglais, en dehors de cette tempête, avaient quand même eu la possibilité de s'organiser pour parer le coup, parce qu'ils ont été prévenus à temps. Grâce à qui? Aux maranes. Ah, vous pensez bien qu'après cela, les maranes étaient très bien vus de la part des autorités politiques et financières anglaises, parce qu'ils se rendaient compte, en plus des acquis économiques, ils avaient aussi affaire à des espions. Et donc, pour l'Angleterre, ces maranes, qui en fait étaient très présents aux Pays-Bas, eh bien, commençaient à peser très lourd d'un point de vue positif pour les autorités anglaises. Donc vraiment, on voit peu à peu une alliance qui va se dessiner entre le monde anglais et le monde marane juif, parce qu'ils se rendent compte, les Anglais, que ces maranes pèsent très lourd d'un point de vue économique, financier, et puis ce sont des espions. Donc ça ouvre la porte. Presque des Sayani, même en l'heure. Les mots changent, les méthodes.
Voilà. Alors, ça, c'est le deuxième point que je voulais voir. Et le troisième point, il y en a 6. Le troisième point que je veux traiter pour expliquer le bouquin, donc l'histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine, Carroll Quigley, les raisons profondes qui expliquent donc la gouvernance mondiale actuelle, c'est, j'ai dit que le XIIIe siècle était en Europe le siècle du catholicisme, l'apogée. L'apogée du catholicisme. Et puis vous avez le XVIe siècle, la Renaissance, le protestantisme, avec l'apologie de l'homme qui s'émancipe, enfin officiellement s'émancipe. Et pourquoi il y a eu cette bascule? Pourquoi le monde catholique a régressé d'un point de vue religieux et d'un point de vue politique? Alors évidemment, cette bascule, elle ne s'est pas faite comme ça, il y a des raisons profondes. Et lorsqu'on s'intéresse aux faits, il faut voir les causes, et en particulier ce qui est très intéressant, l'ancien de Lassier en parle entre autres, dans son livre La Conjuration antichrétienne, il est très intéressant de voir qu'au XIIIe, XIVe siècle, vous avez des débats et des échanges intellectuels très profonds entre les élites juives, je cite par exemple Johann Alemanno ou bien Elie del Medigo, des élites juives avec des humanistes, Pétrarque, Marcille Ficin, Pic de la Mirandole, Reuchlin. Et ces humanistes, peu à peu, sont, j'allais dire par capillarité, imprégnés de l'idéal juif talmudique. Ça, le Talmud, je vais en parler tout à l'heure. Qui est finalement la remise en cause progressive d'un monde catholique enraciné d'un point de vue spirituel et temporel et qui fait l'Europe du XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Et ces éléments-là vont favoriser la bascule en faveur de la promotion de l'homme qui s'émancipe de l'autorité, de Rome en particulier, favorable donc à la Renaissance et au protestantisme. Et en fait, c'est les deux éléments qui naissent de ces échanges entre intellectuels juifs et humanistes. Les deux éléments qu'il faut retenir, c'est le premier, c'est le nominalisme, et le deuxième, le naturalisme. Alors, le nominalisme, qu'on retrouve dans l'idéologie maçonnique, c'est il n'y a pas de vérité éternelle. Tout est évolutif. Alors que l'esprit catholique de l'époque, et c'est toujours vrai aujourd'hui, enfin, je ne parle pas de Vatican II évidemment, mais dans la tradition de l'Église, il y a, comment dire, des vérités qui ne bougent pas. Bon. Dans le naturalisme, et ça c'est vraiment une caractéristique profonde qui va marquer toutes ces élites humanistes, Pic de la Mirandole, etc., il y a le rejet de plus en plus fort de toute transcendance, de toute révélation. Entre autres que le Christ est né fils de Dieu et le fils de Dieu incarné, mort et ressuscité. Et qu'on peut voir d'ailleurs d'une manière magnifique avec... comment dire, le Saint-Suaire, qui est véritablement un objet non pas de vénération mais d'adoration, puisqu'on a vraiment la preuve absolue, quoi qu'en dise l'autorité de Vatican II, qu'on a la résurrection du Christ. Et d'ailleurs, à cela, il faudrait voir les travaux, les magnifiques travaux de Arnaud Lipinski. Lipinski, qu'on risque d'accueillir ici, c'est en train de... Mais oui, alors, ça, je tombe des nues. Vous voulez inviter Arnaud Lipinski? Tout à fait. Non, c'est pas vrai. Si, si. Bah, c'est une bonne idée, j'y pensais pas. Et je m'étais dit que finalement, ce serait pas bête d'inviter parce que je crois qu'il connaît très bien le sujet. Ouais, c'est le spécialiste. Et si vous pouviez faire ça avant le 19 juin. Eh ben, on va tout tenter en tout cas. D'accord. Alors, je disais ça comme ça, je continue. Donc, en fait, le doute qui s'immisce au sein des intellectuels européens, je dis Pétrarque et compagnie, c'est un doute typiquement juif qui peu à peu fissure le monde catholique et ses certitudes, donc nominalisme et naturalisme. Et une chose qui est très intéressante, c'est que le monde catholique de l'époque, la tradition catholique, qui elle ne bouge pas au cours des siècles, mais à l'époque, a une vision, enfin en tout cas un concept qui dit que l'homme est de passage sur Terre et il doit sauver son âme, gagner son ciel. Et toutes les structures religieuses et politiques de l'époque, 12e, 13e, 14e, sont faites de telle manière que tout doit être fait pour permettre de sauver son âme. Et du fait de cette influence entre les intellectuels juifs très nourris de la Kabbale et de ces humanistes, eh bien peu à peu,
il y a l'amour des biens de ce monde, du matériel, de l'argent. Finalement, l'homme peut s'épanouir et être quelqu'un de bien avec le fric, la réussite matérielle. Alors, attention, qu'on cherche à réussir sa vie professionnelle, c'est évidemment une chose qui est tout à fait honorable. Mais quand ça devient l'alpha et l'oméga, là, c'est le matérialisme à combattre. Et c'est cet esprit-là qui peu à peu s'immisce dans les esprits, dans les mentalités de l'époque, où finalement, les biens de ce monde commencent à devenir la référence absolue. Et pour cela, eh bien, j'ai pris une référence très intéressante d'un comment dire, d'un auteur qui s'appelle Jacques Attali, et qui dit ceci dans son livre Les Juifs, le monde et l'argent, page 124. Je cite Jacques Attali: dans ce monde brutal, régi par les rapports de force, la monnaie apparaît peu à peu comme une forme supérieure d'organisation des relations humaines, permettant de régler sans violence tous les conflits, y compris d'ordre religieux. En fait, tout se paie. Hein. Bon. Les auteurs du Talmud, c'est un sort de code juridique, mais ça je parlerai tout à l'heure. Les auteurs du Talmud, pour la plupart marchands eux-mêmes, sont souvent des experts en économie. Mais la richesse n'est pas une récompense, c'est une charge. Le riche n'a pas à s'excuser de l'être. Il doit seulement prendre une plus grande part de responsabilité dans la gestion du monde. C'est très moderne, très moderne, avec des guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, ces élites juives animées de l'esprit de la Kabbale, etc., vont insuffler au sein des élites européennes, et donc je citais Pétrarque et compagnie, et puis Glamirandol, le fait que l'idéal de jouissance matérielle doit prendre le dessus et qu'on a des responsabilités. Bon. Et pendant que je parle, j'ai oublié, et quand même je tiens à le faire, je reviens très rapidement sur le point précédent quand je parlais des maranes, une citation de Cécile Rhodes au sujet de ses fausses conversions au catholicisme. Donc c'est très rapide au sujet des maranes, donc de ce livre Histoire des maranes, page 25, où il dit ceci au sujet de leur fausse conversion. En apparence, ils étaient chrétiens. Ils faisaient baptiser leurs enfants à l'église, mais de retour chez eux, ils s'empressaient d'effacer les traces de cérémonie. Derrière cette imposture, ils restaient ce qu'ils étaient. Leur mauvaise foi à l'égard des dogmes de l'église était notoire et pas toujours camouflée. Pour la race, la croyance et la pratique générale, ils restaient ce qu'ils avaient été avant leur conversion, juifs en tout point sauf pour le nom et chrétiens en rien sauf dans la forme. C'est très bien écrit et très bien traduit. Et d'ailleurs, à ce sujet, il est très intéressant de voir, et après je vais reprendre l'ami Attali, que Cécile Rhodes, dans son bouquin Histoire des maranes, donc la dernière édition date de 57-58, cite la communauté marane des îles Baléares de la deuxième moitié du XVIIe siècle, dont son patron son patron s'appelait Raphaël Valls. C'est très intéressant de voir qu'il y a des noms comme ça qui ressortent et qui, ma foi, bon, c'est page 87 du livre pour ceux qui voudraient vérifier. Voilà.